Bonjour à tous. Donc, je suis Robin Bosdevex. Donc, j'ai préparé cette présentation avec Bertrand Pajot, qui est le doyen du groupe de l'inspection générale de groupe qui s'appelle STVST. Donc, il ne peut pas être là aujourd'hui, donc je représente notre groupe. Et je suis d'autant plus ravi d'être parmi vous que le travail que fait l'association est important et m'est cher à titre personnel, vous le savez. Donc, je suis vraiment ravi d'être là, même si aujourd'hui, c'est au titre de cette institution qu'est l'IGN que je prends la parole. Vous le savez peut-être, mais ça va éclairer certaines des diapositives que je vais vous présenter. En 2012, le groupe SVT de l'IG a fusionné pour former le groupe STVST avec les collègues, en intégrant les collègues qui s'occupaient du champ de biotechnologie en lycée technologique, mais aussi le champ professionnel de sciences médico-sociales, biotechnologie, santé, environnement, et l'ensemble des filières de ce champ. Autrement dit, c'est un groupe de l'IGN qui a la particularité d'être sur les 3 voies de l'enseignement, général, technologique et professionnel, et vous allez voir tout de suite que ça va éclairer certains choix dans ma présentation. Donc peut-être le titre, le but ici de cette présentation, c'est d'échanger avec vous sur la place des micro-organismes dans la formation des élèves, de l'enseignement secondaire, de ces 3 voies, même si je vais mettre l'accent, de par la nature de l'association, sur l'enseignement des SVT dans la voie générale, mais je dirais quelques mots sur l'enseignement technologique et professionnel. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, échanger sur les raisons d'étudier les micro-organismes dans l'enseignement secondaire, et en particulier, je vais essayer de discuter de la question des obstacles épistémologiques, et se rendre compte que penser les micro-organismes, c'est mettre au travail un certain nombre d'obstacles pour passer d'une pensée de sens commun et construire une pensée scientifique. Donc ça va être l'objet de ma première partie. Puis ensuite, de présenter 4 enjeux complémentaires de formation liés aux micro-organismes, à savoir permettre aux élèves de construire une certaine représentation du monde avec une cohérence conceptuelle, donc construire un réseau conceptuel autour de cette question des micro-organismes, un enjeu d'ordre épistémologique lié à la nature des savoirs scientifiques et leur élaboration, un enjeu d'ordre biotechnologique, et enfin un enjeu éducatif lié à l'éducation au risque et à la responsabilité en microbiologie. Et enfin, sur une partie plus courte, j'évoquerai la place des micro-organismes dans les enseignements technologiques en STL et ST2S, et dans les enseignements professionnels, prévention, santé, environnement, et quelques diplômes dans lesquels la microbiologie est importante. Alors, pourquoi étudier Pourquoi étudier les micro-organismes? Alors, Stephen Jay Gould a été évoqué tout à l'heure par notre collègue sur l'évolution expérimentale, et dans un article qui est paru en 1996, Planet of the Bacteria, Stephen Jay Gould explique ce que Marc-André a dit également en introduction, qu'on vit dans un monde microbien. Alors là, il s'intéressait aux bactéries, je l'élargis à l'ensemble des micro-organismes. Micro-organismes dont la biomasse est importante, on l'a bien compris, caractérisée également par une grande diversité taxonomique, systématique, grande diversité métabolique et également écologique. Autrement dit, si on vit dans un monde microbien, on ne rend pas honneur à cette diversité et cette importance microbienne. Autrement dit, Stephen Jay Gould l'interprète comme une arrogante cécité liée à un effet d'échelle. Autrement dit, on lit les phénomènes à travers notre échelle de temps et notre échelle d'espace, ce qui conduit à négliger ces micro-organismes, y compris dans l'enseignement, pour ces raisons qui sont des raisons, je dirais, anthropologiques et épistémologiques. Alors, quelques obstacles qui se posent à toute personne quand on étudie les micro-organismes. Un premier obstacle qui est celui qu'on vient d'évoquer, à savoir le macrocentrisme. Autrement dit, on a tendance à se centrer sur les organismes macroscopiques, visibles, et on a une difficulté à se représenter ce qui n'est pas directement accessible à nos sens. Autrement dit, ici, ce réel microbien est étudié de façon instrumentée, et ce qui ne facilite pas sa conceptualisation, sa représentation d'une part, et sa conceptualisation d'autre part. Ce qui est lié à un obstacle que Jean-Pierre Astolfi et Brigitte Peter-Falvy avaient appelé le primat de la perception sur la conceptualisation. Autrement dit, la conceptualisation qui implique donc un processus cognitif, mental, eh bien, elle n'est pas directement superposable à l'observation, à la perception sensorielle et visuelle.
Et quand finalement on explore cette réalité de façon instrumentée, eh bien on découvre, on l'a vu aujourd'hui, et là on en a un autre exemple, une diversité tout à fait surprenante. Ici on voit les planches d'Haeckel, donc au début du XXe siècle, mais Haeckel qui au XIXe avait justement créé un troisième règne de la nature à travers celui des protistes. Ici on voit donc des radiolaires à test siliceux. Alors, deuxième obstacle que je voulais souligner ici, c'est l'obstacle du gradisme, à savoir, les micro-organismes sont souvent perçus, ont longtemps été perçus, et le sont encore, comme des êtres inférieurs, peu complexes. Le terme de complexité, d'ailleurs, interroge en biologie. Que signifie la complexité? N'est-elle pas un jugement de valeur qu'on porte, alors qu'on l'a bien vu, et ça a été évoqué, toute la complexité métabolique. Ici, complexité est souvent utilisée dans un sens structural, en termes de diversité tissulaire et cellulaire, et on réduit finalement la complexité à une caractéristique du vivant. Et cette pensée gradiste, nous explique bien Guillaume Lecointre dans le Guide critique de l'évolution, elle s'attache à définir des paliers d'évolution. Ah, j'ai une image qui a sauté, d'accord, c'était pas ce texte que je voulais vous mettre, c'est pas grave. Donc ici, vous aviez une classification qui est pourtant pas si ancienne que ça, la classification de Whittaker à 5 règnes de la nature. Et donc on a une représentation, je suis désolé pour la figure, avec 5 règnes dans lesquels les bactéries ou Monera étaient présentées comme un stade, un palier initial auquel succèdent les protistes, puis 3 règnes d'eucaryotes multicellulaires, donc une représentation avec des flèches, des directions, des tendances évolutives qui indiquaient une pensée gradiste qui perdure, qui a longtemps perduré, et dans desquelles l'évolution, la biologiste évolutive moderne s'est émancipée. Et c'est en rapport, ce gradisme, avec le mythe du progrès discuté, dénoncé par Stephen Jay Gould en 1997. Troisième obstacle, là, vous voyez bien que les micro-organismes sont au cœur d'un réseau d'obstacles, ce qui rend le travail complexe autour de ces micro-organismes dans l'enseignement. C'est l'obstacle d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme. Alors, dans l'anthropocentrisme, on a tendance à percevoir ces micro-organismes à travers la relation qu'ils ont à nous. Alors, je dis à nous parce que Guy Rumlar, qui est dans la salle, dans un ouvrage en 2012, explique bien que la science s'intéresse aux interactions, aux relations entre les objets, entre les organismes. Et ici, d'un point de vue psychologique, affectif, on va envisager l'autre, le micro-organisme, dans la relation à soi. Et d'autant plus, on a tendance à le projeter de façon anthropomorphique en lui donnant des caractéristiques qui sont des caractéristiques humaines. Donc, vous voyez, quand on interroge, là, vous avez des articles anglo-saxons sur la manière dont les enfants et les adolescents se représentent ce que sont les micro-organismes, à travers donc des dessins, mais aussi des entretiens et des échanges. Vous voyez que ces micro-organismes sont représentés avec des caractéristiques humaines, des yeux, une bouche, et dans leur comportement, ils sont décrits comme étant soit bons, soit mauvais, avec une pensée assez dichotomique, et non pas comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui, des questions d'équilibre dynamique qui évoluent dans les relations entre le milieu et les caractéristiques du milieu, et qui interagissent avec ces micro-organismes. Alors, cette représentation anthropomorphique, finalement, elle est assez classique dans la société. On voit ici dans des affiches à travers les âges, donc ici une publicité pour un produit désinfectant sans odeur, et ici dans des campagnes d'information, de sensibilisation pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles. On voit que très classiquement, ces organismes, micro-organismes mauvais, méchants, sont représentés de façon anthropomorphique. Donc finalement, ces représentations qu'ont les enfants, les adolescents, sont en écho avec ces représentations médiatiques. Alors, ça peut aller même jusqu'à donner une intention combative, et on voit qu'on a des termes qui sont classiquement empruntés au registre militaire, et avec parfois on a tendance à projeter d'un point de vue psycho-affectif une intentionnalité à ces micro-organismes dans des actions qu'ils vont mener contre nous,
Alors là, dans une étude de Laurence Simoneau sur justement le raisonnement des élèves en relation avec les microbes, il est question de cette intentionnalité qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans des médias. Alors là, j'évoque, ça rappelle mon enfance et peut-être celle de certains d'entre vous, mais c'est une série qui continue de passer en diffusion, une série que j'ai appréciée à de nombreux égards. Mais finalement, on voit que ces bactéries, ces vilaines bactéries ici en bleu ou ces virus jaunes, verts et avec des petites cornes rouges, eh bien, ces méchants micro-organismes, ils vont être sournois, perfides, ils auront des caractéristiques tout à fait humaines et une intentionnalité. Donc, vous voyez que cette fiction va générer une explication en écho avec le raisonnement commun, le sens commun qui est celui des élèves et vers une pensée qu'on souhaiterait dépasser dans un contexte scolaire. Pour faire le bilan de cette première partie, on voit que penser les micro-organismes, eh bien, c'est finalement arriver à dépasser une pensée de sens commun, comme dirait Bachelard, et mettre au travail des obstacles épistémologiques qui entravent, qui constituent un frein, une inertie à la pensée scientifique. Et ça va impliquer notamment de construire une pensée complexe, de construire une pensée mobilisant des échelles multiples du vivant, des interactions biologiques, un équilibre dynamique et dépasser une pensée dichotomique, manichéenne, telle que j'ai pu la présenter précédemment. Objectif important, mais complexe, qui est celui de l'enseignement lié à ces micro-organismes. Donc, deuxième partie, je vais être un peu plus précis sur la manière dont les micro-organismes sont envisagés dans les programmes scolaires, donc en SVT, et puis le faire sous 4 angles, un angle conceptuel tout d'abord, puis épistémologique, biotechnologique et éducatif. Alors, je me suis prêté avec Bertrand pour préparer cet exposé à un petit exercice, c'est-à-dire d'essayer de réaliser une carte heuristique avec les micro-organismes au centre, puisque c'est l'objet de notre journée, et de se dire, finalement, dans les programmes, comment les aborde-t-on, tantôt en tant qu'objet d'étude pour eux-mêmes, et puis le plus souvent, finalement, comme outil au service d'autres concepts ou d'autres enjeux scientifiques. Alors, ils sont abordés, je vais le détailler après, au service des questions d'unité et de diversité du vivant, de questions évolutives, des questions écologiques, moins, on le verra, mais il y a quelques items liés à leur importance dans les phénomènes géologiques, fortement dans les questions de santé humaine, un petit peu au niveau du métabolisme, mais pas tellement pour leur propre métabolisme, souvent plutôt comme un modèle expérimental pour caractériser l'autotrophie et l'hétérotrophie. J'évoquerai la génétique et la reproduction, et enfin la dimension biotechnologique. Alors, il faut que je fasse attention au temps, parce que j'ai tendance à être bavard et je pourrais m'y perdre, donc je compte sur toi, Hervé, s'il te plaît, pour me faire des grimaces de méchants virus ou vilaines bactéries. Vous avez compris l'ironie. Alors, première entrée, la question de l'unité et de la diversité du vivant. Alors, il y a un angle cellulaire, à savoir, la cellule est étudiée en cycle 3, pour nous, donc dans l'enseignement secondaire en 6e. Elle est étudiée en 6e et elle est abordée comme unité du vivant, et elle va être approfondie bien évidemment au collège. Et en seconde, dans le futur programme, donc là j'évoque le programme de la rentrée qui est paru au bulletin officiel il y a peu, on va envisager à la fois les organismes pluricellulaires possédant des cellules spécialisées, mais également en contraste le caractère multifonctionnel des organismes qui sont unicellulaires, donc la cellule qui assure toutes les fonctions vitales. Dans le programme de première pour l'enseignement scientifique du tronc commun, donc 2 heures par semaine l'an prochain, est envisagé dans le premier thème sur l'histoire de la matière, les cellules, dans un cadre historique et épistémologique autour de la construction de la théorie cellulaire. Deuxième approche, une approche liée à la classification du vivant. Donc, classification et parenté en cycle 3, approfondie en cycle 4 autour des grands groupes d'êtres vivants, mais là, les micro-organismes ne sont pas ciblés spécifiquement, c'est-à-dire que l'enjeu est de se rendre compte qu'on peut classer le vivant dans différents objectifs, et ici, un objectif de reconstruire des relations de parenté, mais il n'y a pas d'organisme spécifiquement ciblé, donc on peut choisir d'aborder les micro-organismes, mais c'est pas
c'est pas un incontournable. Donc, il y a des chances que ça soit, finalement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de macrocentrisme, finalement, des classifications centrées sur les macro-organismes et sur des caractères facilement observables par les élèves en classe. Autrement dit, il n'y a pas d'attente dans l'enseignement secondaire actuellement phylogénétique autour des micro-organismes. Donc, la discussion sur la non-monophilie des prokaryotes, bactéries versus archées, d'une part, mais également la polyphilie des protistes, protozoaires, etc., qui n'appartiennent pas à un groupe monophylétique, ce n'est pas abordé dans l'enseignement secondaire actuel. Alors, quand on aborde le microbiote sur les questions de santé, un item porte sur l'ubiquité, mais également la diversité et l'évolution du monde bactérien. Donc, vous voyez, le microbiote ne sera pas vu comme un tout unique, mais on va rentrer dans un premier degré d'approche de cette diversité bactérienne. En seconde, également, dans le microbiote rentre dans le futur programme de seconde, il y a également un appel à travailler l'unicité et la diversité du microbiote humain. Pour ce qui est de l'ordre de l'évolution des micro-organismes, là j'ai mis en italique des pistes, mais il faut vraiment le prendre comme des éléments de réflexion, car comme vous le savez, seuls les programmes de seconde et première ont été publiés. Donc les groupes de réflexion autour des programmes réfléchissent à ces aspects. Il est possible que les questions de mutation du virus de la grippe, par exemple, en lien avec les questions de vaccination, soient dans le programme, que l'acquisition de la résistance aux antibiotiques liée au mécanisme de variation et de sélection y soit, mais c'est des pistes envisagées. Il faut vraiment prendre ces éléments en italique avec une distance, puisque les programmes ne sont pas publiés sur la terminale ni achevés. Ils sont en cours d'écriture. Alors l'écologie, il faut peut-être que j'accélère, je vais peut-être être un peu plus rapide sur cette description des programmes parce que vous retrouverez ces diapositives. Les micro-organismes sont abordés dans le cycle de la matière fortement au niveau de leur rôle de décomposeur dans le sol et dans la minéralisation de la matière, à la fois en collège et dans le futur programme de première, en lien avec le fonctionnement d'un écosystème. Et dans l'enseignement scientifique, la photosynthèse est vue, la photosynthèse est vue comme processus permettant de convertir l'énergie solaire en énergie chimique au sein de la biomasse. Donc, les micro-organismes font partie, les cyanobactéries notamment, toutes les micro-algues contribuent à ce transfert et ce flux d'énergie, donc elles y participent. Même si elles ne sont pas spécifiquement citées, ce sont des acteurs de ce processus métabolique et écologique. On envisage la répartition des êtres vivants et dans le programme de seconde, il est indiqué l'impact du changement climatique sur la modification de l'aire de répartition des pathogènes, notamment lié à l'aire de répartition de vecteurs à l'origine de la transmission de pathogènes. Et enfin, dans le programme de lycée de seconde puis de première, un accent a été mis sur la diversité des interactions biotiques, notamment les mycorhizes en première. Donc l'intervention de Marc-André éclaire ce thème du futur programme de première, et ainsi que celui des services écosystémiques dans lesquels les services rendus par les micro-organismes sont évidemment présents. Voilà pour ces quelques aspects liés à l'écologie. Alors là, cette diapositive sur la santé montre que l'angle micro-organismes et santé est un angle important dans les programmes. Depuis le cycle 3, où on envisage les questions d'hygiène alimentaire et de conservation des aliments, les questions de maladies, de pathologies liées à des micro-organismes pathogènes sont vues tout le long de la scolarité, à la fois à travers les questions de relations avec le système immunitaire, mais également avec la question des infections sexuellement transmissibles, en collège comme en lycée. Je ne détaille pas plus pour aller vite, mais je pourrais répondre à des questions si vous le souhaitez approfondir certains points. Le microbiote et ses rôles multiples au niveau de la santé est vu à la fois en cycle 4 et approfondi en seconde. Il était important également, puisque vous avez vu un nouveau thème entre sur les micro-organismes pathogènes en seconde et les maladies vectorielles. Il était important d'envisager, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, de ne pas avoir une vision manichéenne, négative des micro-organismes, de poursuivre, de prolonger cette dimension sur le rôle du microbiote et de la santé qui avait été amorcée en cycle 4. Et enfin, plusieurs items liés aux questions de santé publique, et non pas uniquement de santé individuelle, à plusieurs reprises, que je ne détaille pas là pour tenir dans les temps qui sont impartis.
Pour ce qui est de l'ordre du métabolisme, de la génétique et des biotechnologies, vous voyez que là, les items sont moins nombreux. Pour le métabolisme, on n'étudie pas les métabolismes spécifiquement bactériens. On étudie des voies métaboliques communes aux eucaryotes, telles que la photosynthèse oxygénique, également les processus de respiration et de fermentation partagés avec les eucaryotes. On n'envisage donc pas les processus de chimiosynthèse ni les processus de respiration anaérobie. Donc ici, les micro-organismes sont finalement des modèles expérimentaux utilisés, mais pour des aspects qui sont partagés avec donc ici les voies métaboliques eucaryotiques. On n'envisage pas les spécificités métaboliques bactériennes. Pour la génétique et la reproduction, c'est la même chose. Finalement, l'angle n'est pas mis spécifiquement sur la génétique bactérienne, en dehors d'un item sur la comparaison de la réplication chez une bactérie E. coli et chez un eucaryote, et possiblement dans le programme de terminale sur les questions de transfert horizontaux de gènes, en lien avec l'acquisition notamment de la résistance aux antibiotiques. Pour les biotechnologies, je vais le détailler un tout petit peu après, mais il est envisagé à 2 reprises, notamment la question de la production des aliments et leur conservation en cycle 3, et enfin la question de transgénèse, qui est, par rapport au programme de terminale envisagé comme une piste, prenez-le encore une fois, avec distance à ce jour. Alors pour la géologie, et terminer ce panorama de la place des micro-organismes dans les programmes, eh bien, au cycle 4, on invite les enseignants à travailler avec leurs élèves sur la question de l'apparition et de la disparition des espèces au cours du temps, dont les premiers organismes sur Terre, donc des micro-organismes. Donc cette question des premières traces du vivant au précambrien donc est présente en cycle 4. Pour ce qui est du lycée, ici, c'est des pistes pour la terminale en lien avec les questions climatiques, notamment l'idée dans l'enseignement de spécialité de SVT des 10 climats du passé, et qui a eu des périodes de climat froid, de climat chaud, et donc des périodes comme au Crétacé où s'est formé de façon abondante la craie, et le rôle des micro-organismes à parois, à test carbonaté, coccolithophoridés, donc le rôle biogène, lithogène de micro-organismes, et puis leur rôle également dans l'évolution de la composition atmosphérique, la formation d'une atmosphère oxydante liée au métabolisme photosyntétique. Et également la question en lien avec le flux de CO2 et l'impact climatique. Voilà pour cette revue de programme. Je ne livre pas de questions tout de suite, je préfère le faire à la fin, parce que je sais que quand on parle de programme, ça peut susciter des questions nombreuses, et je préfère aller au bout de la présentation. Deuxième enjeu, après cet enjeu conceptuel, un enjeu épistémologique. Donc l'étude des micro-organismes, c'est l'occasion pour expliciter différentes dimensions de la nature des savoirs scientifiques et de leur élaboration. Donc là, je ne vais pas faire un exposé exhaustif de toutes les caractéristiques de scientificité et de distinction entre science et croyance, mais l'étude des micro-organismes s'y prête particulièrement. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la théorie cellulaire, en première dans l'enseignement scientifique, qui va être l'occasion de travailler sur les caractéristiques d'une théorie scientifique. Mais un aspect qui me semble important à travailler, c'est également la relation dialectique entre la construction de savoir scientifique et l'évolution des techniques. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, le développement de la connaissance sur la biologie à l'échelle cellulaire, le développement de la théorie céllulaire, et la connaissance qu'on a des micro-organismes est liée au développement du microscope et de la complexification des microscopes. Donc les savoirs scientifiques coévoluent avec le développement des techniques. Et également le caractère provisoire des savoirs scientifiques. L'exemple de la question de la génération spontanée et de la controverse entre Pouchet et Pasteur est un exemple intéressant. Finalement, l'axiome, un des axiomes de la théorie cellulaire disant que le vivant provient du vivant, et plus particulièrement la cellule provient d'une cellule existante, eh bien, ce n'est qu'avec la fin de l'idée de génération spontanée qu'il y a une validation de cette idée qu'une cellule provient d'une cellule et n'apparaît pas par génération spontanée. Alors,
d'un point de vue épistémologique également, l'étude de micro-organismes permet avec les élèves d'expliciter, de travailler cette complexe relation entre l'idée d'organisme modèle. On l'a bien vu aujourd'hui, on travaille en biologie sur des modèles d'études qui ont de nombreuses caractéristiques, nombreux avantages sur lesquels je ne reviens pas là. Mais ce qui est complexe d'un point de vue scientifique et didactique, c'est comment généraliser après avoir travaillé sur un exemple, ici en l'occurrence un modèle expérimental qui est la levure. Ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement comment cette espèce respire ou fermente, mais de pouvoir généraliser et transposer à d'autres cas, d'autres modèles. Donc finalement, la question de la généralisation à partir d'un modèle expérimental, c'est d'un point de vue de l'enseignement scientifique un vrai enjeu à travailler sur les micro-organismes ou d'autres organismes modèles, quelque part, là je dirais c'est un petit peu un prétexte, mais cette question de la généralisation des savoirs en sciences et la limite des modèles est une question à travailler, un enjeu fondamental pour l'enseignement. Et enfin, j'en terminerai pour cet enjeu épistémologique sur une des dimensions qui est le fait que les savoirs scientifiques sont ancrés culturellement, historiquement, socialement. Et donc, il y a une relation forte entre les savoirs scientifiques et la société, et l'évolution de la société. Là, je cite 3 exemples. Le développement des vaccins, et il a été très bien présenté ce matin. Enfin, ça a été plutôt évoqué par rapport aux antibiotiques spécifiquement, mais on pourrait l'élargir sur l'évolution de certaines pathologies et de la durée de vie humaine, et les impacts sur la santé que peuvent avoir eu le développement de ces produits, et également d'un point de vue des relations entre la connaissance qu'on peut avoir sur les micro-organismes, on l'a vu pour le rumen précédemment, on pourrait le projeter sur l'étude du sol qui est étudiée à plusieurs reprises, donc la connaissance qu'on a de ces micro-organismes et les impacts économiques, agricoles, sur le fonctionnement des sols notamment, mais pas uniquement. Alors, l'enjeu biotechnologique, je voulais évoquer le fait que vous l'avez constaté dans les programmes du collège, est présente l'enseignement par démarche technologique et pas uniquement par démarche scientifique. L'enjeu d'avoir introduit cette démarche technologique, et notamment par rapport aux micro-organismes, avec l'exemple de la transformation et de la conservation des aliments, c'est de permettre aux élèves de diversifier les pratiques scolaires en relation avec une diversité de pratiques de référence. Autrement dit, il existe bien évidemment, on l'a beaucoup vu aujourd'hui, des pratiques de recherche, de sciences fondamentales. Il y a également des pratiques de sciences appliquées, de biotechnologie. Et l'idée, en faisant travailler ces enseignements aux élèves, en travailler cette approche, c'est de leur permettre aussi de faire un choix éclairé par rapport à leur orientation au lycée, d'aller dans des filières biotechnologiques, professionnelles, ou dans des filières d'enseignement général. Donc d'avoir découvert cette démarche technologique, c'est un élément important dans leur parcours d'orientation. Et puis ça a également d'autres implications, j'y reviendrai ensuite. Décidément, de passer d'un ordinateur à un autre, j'ai perdu des choses, c'est pas grave. Est-ce utile de présenter la démarche technologique ? En 2 mots, l'enjeu ici, je vais aller très vite, c'est une partie de la diapo a disparu, mais finalement, l'enjeu est de produire un objet. Si c'est de la biotechnologie, il sera d'ordre biologique, mais un objet qui répond à un certain besoin et à un cahier des charges qu'on va se donner. Et par rapport à cette définition des besoins de l'utilisateur et du cahier des charges auquel cet objet doit répondre, on va rechercher des solutions techniques, les mettre en œuvre, contrôler ce process de fabrication, et puis l'évaluer, et puis utiliser l'objet qui a été fabriqué. Alors là, ont disparu de cette image, mais que vous aurez dans le diaporama en ligne, des flèches de retour, des rétroactions. C'est évidemment pas quelque chose de linéaire, de même que pour la démarche scientifique. Là, je prenais l'exemple de se dire on veut fabriquer soit un yaourt qui a des caractéristiques de yaourt liquide, type yaourt bulgare, ou d'un yaourt plutôt dense, épais, se dire quel process de fabrication pour avoir un yaourt qui a telle caractéristique. Est-ce qu'on va jouer plutôt sur la quantité de ferments, de bactéries? Est-ce qu'on va jouer sur la température, sur le pH, sur la nature du lait? Et donc, quel process de fabrication pour produire un objet qui a des caractéristiques souhaitées? Alors, là, évidemment qu'on est dans un secteur, et je pense que tout le monde n'en a pas nécessairement conscience, mais qui est économiquement porteur, le champ des biotechnologies.
Et plus largement, le champ de l'économie du vivant est un champ qui correspond au premier employeur français. Là, je cite un exemple de chiffre qui vient d'un rapport récent donc, du ministère de l'Agriculture, donc du CGAER, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces, qui présente les chiffres d'emploi dans le domaine de la bioéconomie. Alors, bioéconomie qui est entendue ici dans un sens qui est le suivant, à savoir l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse, qu'elle soit d'origine agricole, forestière ou aquacole, à des fins de production d'alimentation humaine ou animale, de matériaux biosourcés et d'énergie. Donc ici, on a une analyse des créations de postes dans ce secteur de la bioéconomie et on voit qu'en 20 ans, on a eu 100 000 créations de nouveaux postes et que ce résultat, d'après l'analyse qui en est faite, devrait doubler d'ici 2030. Donc, sont détaillés ici par filière les emplois directs qui ont été créés autour des biocombustibles, des biodéchets, des biocarburants ou de la chimie du végétal. Donc, on voit qu'on est vraiment sur un secteur qui est professionnellement porteur et donc d'envisager la biologie dans l'ensemble de ses dimensions avec les élèves, à savoir dans ces dimensions de compréhension du monde. Et j'espère que ma première partie vous a montré que c'est un enjeu fondamental, que de permettre aux élèves de se construire une vision du monde qui soit une vision scientifique, mais également d'avoir une dimension plus appliquées, qui ne s'opposent pas et qui sont largement complémentaires. Enfin, pour terminer, un enjeu éducatif, puisque travailler en microbiologie nécessite de mettre en œuvre des règles de sécurité. Alors, il y a pas... L'enjeu ici est de montrer, 5 minutes, merci, qu'il ne faut... L'enjeu n'est pas de suivre des règles de façon édictée, mais d'aider les élèves à se construire de façon responsable une posture réflexive autour des règles de sécurité à adopter, de façon progressive entre le collège et le lycée. Du point de vue des objectifs d'éducation associés à ces manipulations de microbiologie, les questions de sécurité des personnes, en évitant toute contamination, mais également les questions de protection de l'environnement, notamment par rapport à l'élimination des déchets après décontamination, autoclavage des boîtes, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, comme là je suis contraint de clôturer assez rapidement, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à consulter donc la brochure sur les risques et sécurités dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre et de biologie écologique, une brochure qui est réalisée donc, par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité. Vous y trouverez notamment un certain nombre d'éléments, de règles et de bonnes pratiques. Ça ne dit pas comment l'aborder pédagogiquement pour construire une posture qui n'est pas une posture d'application, mais de réflexion plus éducative. Mais là, ça vous montre bien qu'il y a des choses qu'on peut faire, notamment travailler sur des micro-organismes de classe 1, non pathogènes, mais des choses qu'on ne peut pas faire, comme travailler sur donc, des repiquages et de maintenir des cultures au laboratoire. Ça, les élèves, pour des raisons de sécurité, ne feront pas ce type de manipulation. Mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez après. Enfin, quelques mots, parce que ça me paraissait important qu'on n'en reste pas à l'enseignement uniquement des SVT en voie générale, mais vous présenter en quelques mots le fait que les micro-organismes sont fortement étudiés dans la série biotechnologique Sciences et technologies de laboratoire. Vous voyez les horaires ici qui vous montrent que c'est une série dans laquelle l'enseignement scientifique et biotechnologique bien, ce sont des horaires importants. 4 heures de biochimie et de biologie en première et 9 heures de biotechnologie, donc toujours en première au choix pour les élèves avec sciences physiques et chimiques en laboratoire. Donc il y a deux axes ici en STL, soit l'axe biotechno, soit l'axe SPCL, sciences physiques et chimiques en laboratoire. Ils ont également 5 heures de physique, chimie et maths, donc un horaire de sciences, si on fait le compte, 9 et 9, 18 heures en première. Et en terminale STL, l'enseignement est regroupé un petit peu différemment. Ils ont comme pour la série technologique, comme pour la voie générale, il y a 3 spécialités en première et 2 spécialités en terminale. Mais s'il n'y a pas de choix des élèves, la biochimie, en dehors du choix entre SPCL et biochimie, biologie, biotechnologie, mais vous voyez que la biochimie, biologie a été regroupée avec la biotechnologie pour 13 heures d'enseignement de terminale et 5 heures de physique, chimie et mathématiques. Et dans cet enseignement de biotechnologie, je ne vais pas évoquer celui de terminale dont le programme n'est pas publié, il est en cours d'écriture, mais pour le programme de première qui est paru il y a peu, vous voyez que dans les fondamentaux technologiques et scientifiques, les micro-organismes occupent une part importante. Observer la diversité du vivant à l'échelle microscopique, cultiver, donc là il y a de la culture en STL, des micro-organismes, caractériser pour identifier les micro-organismes, réaliser un dénombrement, et ensuite c'est d'autres compétences pas spécifiquement liées aux micro-organismes. Donc une série qui concerne environ 20 000 élèves
qui concernait 20 000 élèves en 2017. Une seconde série qui est la série Sciences et technologies de la santé et du social, ST2S, donc avec un nombre d'élèves plus important, autour de 50 000 élèves. Là, l'enseignement s'appelle Biologie et physiopathologie humaine. Et en terminale, Chimie, Biologie et physiopathologie humaine. Et là, les micro-organismes ne sont pas envisagés sous l'angle de la biotechnologie, mais sous l'angle de la santé humaine, uniquement. Alors, j'en terminerai avec cette diapositive pour vous dire que dans l'enseignement professionnel, il existe un enseignement qui s'appelle PSE, pour Prévention, Santé, Environnement, et qui concerne la totalité des élèves de CAP et de bac professionnel. Donc, que ce soit en première ou en deuxième année de CAP et dans les 3 années de bac professionnel, l'enseignement de PSE représente un volume horaire, là, ici annualisé, qui correspond environ à 1 heure par semaine pour les élèves, et qui comprend différents volets, dont un volet santé-prévention, avec un axe infection sexuellement transmissible, alimentation, qui inclut une dimension de micro-organismes, sous un angle là, santé humaine uniquement, par rapport à l'éventail que j'avais évoqué précédemment en SVT. Il y a également, pour information, une formation au premier secours dans cet enseignement de PSE. Et puis, dans notre champ des sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, porte dans l'enseignement professionnel 5 filières, à savoir les filières des bioindustries et des métiers de laboratoire, les enseignements professionnels dans le domaine médical, technique et pharmaceutique, les métiers de l'hygiène et de l'environnement, la santé et du social, et des soins à la personne, la beauté et du bien-être. Ça peut paraître loin des SVT, mais dans les filières d'esthétique, cosmétique, parfumerie ou coiffure, il y a des éléments de biologie du derme, biologie capillaire, par exemple, pour ne citer que cet exemple, l'effet de substances, par exemple en coiffure, l'effet de ces substances sur le cheveu, sur la peau, donc il y a des éléments de biologie, et les filières, je ne vais pas les présenter toutes les diapos, vous les retrouvez, mais rien que, par exemple, pour la filière bioindustrie et laboratoire, vous voyez que en plus du bac technologique STL que j'ai évoqué, il existe un bac professionnel bio-industrie de transformation, un bac professionnel culture marine, donc, qui peuvent mener au même type de BTS qu'après un bac technologique STL. J'en ai terminé. Voilà, donc les formations sont nombreuses. Vous voyez que rien qu'à travers ces quelques diapos, les bacs professionnels, les CAP, les bacs professionnels et les BTS qui font suite sont très nombreux dans notre champ des STVST, et la microbiologie est présente dans plusieurs de ces formations. L'hygiène et l'environnement, par exemple, pour tous les métiers, pour travailler en hôpital, par exemple, pour la stérilisation des outils, des milieux, pour tout ce qui va être l'hygiène en ville, les stations d'épuration, donc il y a besoin de connaissances de microbiologie importantes. J'en ai terminé, je vous remercie.